Bonjour et bon dimanche à tous. Il est 14 h, c'est l'heure de l'information sur la chaîne du bassin du Congo. Bienvenue sur votre chaîne. Ouvrons tout de suite cette session d'information. La circulaire du gouvernement visant à assainir les villes et villages du pays. Chaque premier samedi du mois a été respecté hier à Madingokai. Nous sommes dans le département du Kwilu. L'administrateur maire de cette communauté urbaine a initié une opération de salubrité au stade municipal qui abrite dans quelques jours les Jeux de l'ONSU. Demontez Mavungu et Héritier Itoa signent ce reportage. Cette verdure naturelle encadrant la nationale numéro 5 environne la communauté urbaine de Madingokai dans le département du Kwilu. Ce jour, 3 février 2024, premier samedi du mois, a été consacré à l'assainissement du stade municipal de Madingokai. Ce, dans le droit fil de la circulaire portant salubrité des lieux publics les premiers samedis des mois. Cette initiative de désherbage de cette aire sportive émane de l'administrateur maire de la communauté urbaine de Madingokai, Anne-Marthe Nombo. Avec sa secrétaire générale Muriel Chikaya, elle a mobilisé les populations de cette localité pour assainir ce stade qui abritera les Jeux de l'ONSU à compter du 14 février 2024. Ces femmes et hommes vaillants ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour rendre salubre ce stade municipal. Pour ce faire, il a fallu tout de même l'exemplarité des autorités locales. Anne-Marthe Nombo et Muriel Chikaya savent bien le faire. Pour cette journée, les mots me manquent par rapport à ce que Madame l'administrateur maire s'attelle pour la salle budget dans la ville de Madingokai. Sincèrement, je vous dis, je vous rassure que Madame l'administrateur maire ne va pas se fatiguer pour faire ce genre de travail. Elle est habituée, ce n'est pas seulement au bureau, mais c'est une femme du terrain. La secrétaire générale lance une initiative à la jeunesse. Je voudrais remercier Monsieur le Président de la République, Denis Sassou Nguesso, chef de l'État, pour l'honneur qu'il nous a fait d'être ici. Et notre présence dans ce stade, justement, lui ayant décrété 2024 année de la jeunesse, nous invitons donc cette jeunesse à prendre conscience du rôle qu'elle a joué dans ce pays. De son côté, l'administrateur maire de la communauté urbaine de Madingokai a donné le sens de cette action. Vous êtes sans ignorer que dernièrement, le président de la République avait beaucoup martelé sur le sport. Et vous savez qu'il y tient beaucoup. Et à cela, nous avions pensé viabiliser ce terrain pour que les prochains Jeux de l'ONSU puissent être joués ici à Madingokai. La communauté urbaine de Madingokai a été choisie aussi pour abriter les Jeux de l'ONSU. Alors, nous avions voulu, comme je disais tantôt, viabiliser le terrain pour que tout soit fait prêt avant le 14 février. Parce que les Jeux s'ouvriront le 14 février. Et le président de la République, lors de son discours dernier, il martelait sur le sport, sur la jeunesse. C'est pourquoi ce matin, en présence des chefs de quartier, nous avions mobilisé la population pour pouvoir mettre de l'ordre sur ce terrain. À Brazzaville, les maisons inondées par les eaux du fleuve Congo au quartier Kangambandi dans le 6e arrondissement Talangaï ont été désinfectées hier. Une vaste opération de désinfection entreprise par la Direction générale de l'hygiène qui va se poursuivre dans les quartiers du 8e arrondissement Madibou, victime aussi des inondations. L'enjeu est de mettre les populations à l'abri des maladies d'origine hydrique. Justin Bambaka nous en parle dans ce reportage. De nombreuses habitations à Brazzaville notamment ont été inondées par les eaux du fleuve Congo sorties de son lit. Un phénomène rarissime qui a surpris les habitants vivant dans les emprises ou périphéries du fleuve Congo. Au moment où s'amorce la décrue, le ministère de la Santé et de la Population redoute l'émergence des maladies d'origine hydrique comme le choléra. Pour ce faire, le service d'hygiène a été instruit pour cette opération de désinfection des habitations aux alentours du fleuve Congo, comme ici au quartier 604 et 605 Kangambandi à Talangaï,
où des habitations ont été désinfectées. Nous allons nous occuper de quartiers, parcelle par parcelle, ménage par ménage. Et nous commençons aujourd'hui. Nous ne pouvons pas dire qu'on va finir tel ou tel jour. Vu l'ampleur de la situation, nous avons reçu les instructions du ministre de la Santé qui nous a demandé de ne laisser aucune parcelle, aucune. Parce qu'une seule parcelle que vous laissez de côté peut engendrer une épidémie. Dès que un seul cas de choléra, c'est grave pour nous. Donc nous, on va laisser aucune parcelle de côté. C'est le chlore à forte dose ou désinfectant universel qui a été utilisé pour se prémunir de certaines maladies, microbes ou encore parasites. C'est un commentaire de Irma Oko. Panorama des maladies infectieuses. C'est sur ce thème que s'est tenue hier au CHU de Brazzaville la 3e matinée scientifique de la Société congolaise de pathologie infectieuse et tropicale. Plusieurs communications scientifiques sur les thèmes variés ont été faites à cette occasion. L'enjeu est de favoriser la recherche scientifique. Plus de détails dans ce reportage d'Auguste Bonazebi. Une série de communications scientifiques a meublé cette 3e matinée scientifique organisée par la Société congolaise de pathologie infectieuse et tropicale sur le thème Panorama des maladies infectieuses. Objectif, favoriser la recherche scientifique, mais aussi informer les populations sur ces pathologies et les seuils afférents. Et deuxième objectif, en dehors de la recherche, c'est la formation. Donc nous formons le personnel médical et paramédical à assurer un projet par continuité de ce beau métier, louable métier qui est non seulement l'enseignement, mais aussi la médecine. Et le troisième objectif, c'est les soins. Et nous encourageons aussi les paramédicaux et nous-mêmes les médecins à s'actualiser. La communication inaugurale a donné l'occasion au chef de service des maladies infectieuses du CHU de Brazzaville de faire un panorama des maladies tropicales négligées tout en abordant le côté révolution scientifique dans leur traitement. La bonne nouvelle pour cette maladie, c'est qu'autrefois, cette maladie devait être traitée pendant de longues durées par voie injectable. Les malades devaient être obligés de se déplacer. Aujourd'hui, il y a l'avènement des médicaments par voie orale. C'est une grande révolution. Le fexidazole, c'est un médicament qui appartient à la famille des imidazolés, qui est donné par voie orale pendant 10 jours. Le malade peut prendre son médicament à la maison. On n'a plus besoin de faire la ponction lombaire de piquer au dos. On n'a plus besoin de donner des médicaments qui étaient à l'origine des décès chez les patients. Au nombre de maladies figure aussi celle couramment appelée en langue locale le mbassou, qui selon lui est médicalement curable. Ne confondons pas des maladies tropicales négligées type ulcère de Buruli-Pion avec des mbassou. Non. En langue vernaculaire, on dit mbassou. Mais chez nous, on traite le mbassou et on dépiste, on fait des prélèvements et on guérit. Donc, on a besoin de rester chez les tradipraticiens qui sont d'ailleurs nos collaborateurs et plus immédiats. Lorsqu'il ne s'agit pas d'une maladie traditionnelle, maladie scientifique, il va falloir se consulter à temps. Dans le lot des communications, celle développée aussi par la docteure Adoua Dukanga sur le panorama des infections opportunistes liées au VIH-Sida. Ce sont les infections qui surviennent chez les malades atteints du VIH-Sida. Ça veut dire que lorsqu'une personne a une immunité qui est faible, ça veut dire que la personne n'a plus vraiment beaucoup d'anticorps pour se défendre contre certaines maladies. Ces infections-là apparaissent. Donc, ça veut dire des maladies infectieuses. On a dit tout à l'heure qu'au moins plus de 50% des patients ont le VIH. Et ces patients qui ont le VIH présentent des infections opportunistes. Infections qui apparaissent telles qu'une tuberculose pulmonaire, telles qu'un amaigrissement, telles qu'une diarrhée chronique. Et son message à l'endroit de la population est bien clair. Pour éviter que ces infections opportunistes apparaissent, il faut d'abord que les gens se fassent dépister. Si la personne se fait dépister, par exemple, tu es dépisté, tu as le VIH, tu n'as pas encore commencé à faire la maladie, on te met sous traitement antirétroviral, les infections opportunistes ne vont pas apparaître. Cette matinée scientifique aura eu le mérite de faire un véritable détour sur ces problématiques autour de ce panorama des maladies infectieuses, avec l'espoir que cela contribue à un mieux-être de la population et à des soins de qualité.
La suite de ce journal, l'intégration du digital dans le processus de planification, du suivi et évaluation des actions publiques sont parmi les recommandations de l'atelier de partage des résultats préliminaires du diagnostic des capacités de suivi et évaluation tenu hier à Brazzaville. Les travaux ont été dirigés par le ministre en charge de la réforme de l'État. Armel Christian Zingamioko nous en parle dans ce reportage. Il a fallu 2 jours aux participants, 85 au total, venus de plusieurs horizons étatiques, associatifs, privés, institutionnels, système des Nations Unies, diaspora et institutions de Bretton Woods, pour adopter les résultats préliminaires du diagnostic des capacités nationales en suivi et évaluation. Ce au cours d'un atelier organisé par le ministère en charge de la réforme de l'État, chargé de la mise en œuvre du système de suivi et évaluation au niveau étatique. Résultats qui n'ont du reste pas laissé indifférent l'animateur de ce département ministériel, visiblement satisfait. Je suis convaincu que le suivi et l'évaluation sont des leviers essentiels pour renforcer la transparence, l'efficacité, la redevabilité et la responsabilité en matière de gouvernance publique. Je vous invite donc à vous approprier ces recommandations en vue de l'institutionnalisation du suivi et évaluation dans la formulation, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques dans notre pays. Plusieurs recommandations, et pas les moindres, ont été faites par les participants. L'intégration de la digitalisation de l'action de planification, de suivi et évaluation de la politique de numérisation nationale Congo Vision Digitale 2024-2030, la mise en place d'un dispositif institutionnel au niveau national de suivi et évaluation, l'élaboration d'une loi mettant en place une politique dans ce domaine sont parmi ces suggestions. Pendant 2 jours, les participants ont donc pu cerner les pratiques actuelles dans l'administration publique sous la coordination d'Edo Dimitri Agbodjan, coordonnateur du Centre de renforcement de capacité en évaluation et gestion de la performance, une entité créée par la Banque mondiale. Notre plus grande satisfaction aujourd'hui est donc de voir le Congo emprunter cette voie de mise en œuvre des réformes en suivi et évaluation tout en adoptant cette démarche systémique. Il nous semble que c'est une voie de sagesse. Notre rôle à votre côté est d'accompagner ce processus en mettant à la disposition des décideurs le maximum possible d'informations sur ce qui marche, sur ce qui ne marche pas, sur les scénarios possibles et leurs chances de réussite, à partir de notre expérience internationale, pour vous permettre de prendre les décisions les plus avisées. L'adoption de ce nouveau dispositif va façonner le paysage évaluatif congolais, a soutenu le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la réforme de l'État lors de l'ouverture des travaux. L'évaluation des capacités nationales en suivi et évaluation est une occasion inestimable de mesurer les forces et faiblesses du dispositif actuel afin d'en avoir une compréhension approfondie. Cela facilitera la mise en place du dispositif national de suivi et évaluation cohérent, s'appuyant sur la maîtrise et la gestion des données probantes en vue notamment de mesurer de manière pertinente l'impact des politiques publiques, identifier des opportunités d'employabilité pour la jeunesse, gérer les ressources de manière efficiente, orienter les efforts du gouvernement vers l'amélioration continue de la gouvernance publique. On rappelle, c'est en présence de plusieurs de ses collègues du gouvernement que Luc Joseph Okio a ouvert les travaux de cet atelier. Nécrologie dans ce journal, l'ancien sénateur et ambassadeur Jean-Pierre Nono, cofondateur du Parti congolais du travail, décédé le 25 janvier dernier en France, a été inhumé hier à Boundji dans le département de la Cuvette. Le couple présidentiel a effectué le déplacement de Boundji pour assister aux obsèques, suivant ce reportage de la presse présidentielle.
Le chef de l'État Denis Sassou Nguesso et Madame ont effectué le déplacement de Bunji ce samedi pour rendre un dernier hommage de respectueux dévouement au sénateur Jean-Pierre Ndono. Le couple présidentiel est accompagné dans ce geste par le président du Sénat, Pierre Ngolo, par le Premier ministre chef du gouvernement, Anatole Koliné-Makosso, et par bien d'autres autorités de la République qui ont effectué le déplacement de Bunji. Le domicile de l'illustre disparu est aussi pris d'assaut par une ampleur exceptionnelle des populations venues de tous les horizons du district pour elles aussi traduire à travers des groupes folkloriques leur amitié au sénateur Jean-Pierre Ndono qui nous a quittés. Un homme avant-garde des luttes politiques depuis des lustres. Oui, un homme d'une stabilité politique sans faiblesse. Le patriarche sera inhumé dans la soirée devant un panel, évidemment trié sur le volet. Retour à Brazzaville, le nouveau commandant de groupement d'intervention de la gendarmerie nationale a reçu ses attributs hier. C'était au cours d'une cérémonie solennelle organisée à l'esplanade du stade Alphonse Massamba Deba. Donald Goma et Chanel Kifouni étaient pour le compte de DRTV. Sous-officiers, gradés et gendarmes du groupement d'intervention de la gendarmerie nationale, à compter de ce jour, vous reconnaîtrez pour commandant du groupement d'intervention de la gendarmerie nationale le commandant Oboa Tabaka Seroni Durel, ici présent. En recevant des mains du commandant de la gendarmerie nationale le symbole de l'unité dont il sera dorénavant le garant, le tout nouveau commandant du groupement d'intervention de la gendarmerie nationale vient d'être solennellement investi. Le commandant Oboa Tabaka Sironi Durel se voit désormais confier une lourde responsabilité puisqu'il est appelé à servir avec honneur, dévouement et professionnalisme. C'est le colonel-major, directeur du personnel et de la formation, qui a procédé à la lecture du décret nommant le désormais patron du groupement d'intervention de la gendarmerie nationale. Une cérémonie de prise de commandement qui marque le passage du flambeau, la transmission des responsabilités et la continuité de la mission qui incombe à cette unité. Très comblé, le nouveau promu mesure l'ampleur de la tâche. Je me sens pleinement honoré ce matin. C'est un sentiment de joie et surtout d'honneur. Je suis conscient de l'ampleur de la tâche et nous allons nous atteler à pouvoir apporter notre contribution à la construction de l'édifice de cette structure, comme l'ont fait mes élus prédécesseurs. Outre le nouveau commandant du groupement d'intervention de la gendarmerie nationale, un autre commandant de groupement a pris ses fonctions. Il s'agit du lieutenant-colonel Serge Roland Mboko Gossima. Il a également reçu solennellement le nouvel étendard du groupement des escadrons du Grand Quartier Général. Comme à chaque cérémonie de cette envergure, l'assistance a eu droit au traditionnel défilé des troupes. La cérémonie a eu lieu à l'esplanade du stade Alphonse Massamba Deba. Parlons religion dans ce journal, les chrétiens des églises membres de l'œcuménisme invités à cultiver les vertus du bon samaritain par leur leader. C'était à l'occasion de la messe d'action de grâce marquant la clôture de la semaine de prière universelle pour l'unité des chrétiens du Congo. Vincent de Paul Koubemba et Michael Massamba nous font le point. Croyants et non-croyants en Christ appelés à agir comme le Christ en ayant l'amour, de la pitié et de la compassion pour ceux qui sont dans le besoin, quelle que soit leur identité religieuse, ethnique ou sociale. Dixit, le colonel Eugène Bamanabio, nouveau président du bureau du conseil œcuménique des églises chrétiennes du Congo. Eugène Bamanabio a lancé cet appel ce samedi à l'occasion du culte de clôture de la semaine de prière universelle pour l'unité des chrétiens du Congo. Une semaine placée sous le thème « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu
et ton prochain comme toi-même. Luc chapitre 10, le verset 27. Une semaine d'intense activité où personnes consacrées, ouvriers apostoliques, laïcs et chrétiens se sont levés comme un seul homme pour prier pour l'unité visible des Congolais qui nourrissent les germes de la division. Dans sa prédication de cette parole divine, l'officiant a invité les Congolais à rechercher les vertus d'un bon samaritain. Les chrétiens ont le devoir de se préparer à rencontrer le Dieu d'amour, le Dieu qui interpelle les uns et les autres à aimer son prochain. Devant les 2558 participants venus communier avec le Christ et l'ensemble des leaders des églises membres de l'œcuménisme, le président du COEC a réitéré la position du Conseil sur la question des mariages homosexuels. Le Conseil œcuménique des églises chrétiennes du Congo, dans le respect de nos valeurs culturelles et traditionnelles sur le mariage et la foi chrétienne, a assumé et purifié à la lumière des Saintes Écritures, demeure strictement attaché à l'union d'un homme et d'une femme confirmée par la doctrine de l'Église chrétienne selon le dessein du Créateur. Il nous convient ici donc de notifier que l'Église, corps du Christ, reste le dernier rempart afin d'empêcher cette déviation qui est source de perdition. Au nom de l'amour, nous disons non et encore non à ces unions illégitimes. Le président du COEC qui a fait remarquer que ce mandat n'est pas à lui seul, plutôt celui de tous les chrétiens réunis au sein des églises sœurs membres de l'œcuménisme. Il a interpellé les frères et sœurs en Christ à suivre le chemin tracé par le bon samaritain qui est le Christ lui-même, celui-là qui a donné sa vie pour nous arracher du mal, tout en plantant dans nos cœurs l'amour qui n'a pas de limite. Parlons sport pour terminer ce journal. Les 4 meilleures nations du football africain pour cette saison sont désormais connues. Il s'agit du Nigeria qui jouera la demi-finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football contre l'Afrique du Sud mercredi prochain en première explication, et de la Côte d'Ivoire, le pays hôte qui affronte la RDC la même journée à 21h. Rappelons que hier, la Côte d'Ivoire a battu le Mali en prolongation 2-1 et l'Afrique du Sud est venue à bout du Cap-Vert au tir au but, 2 tirs contre 1. Les autres détails de la CAN dans nos prochaines éditions. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. 20h30, Bernida Sitou et Evra Tikasumba seront chez vous pour le point de l'actualité de la semaine. Bonne suite de programme sur votre chaîne.